Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité et me donner l'occasion de parler de la toxoplasmose chez la femme enceinte. Comme vous le savez, la toxoplasmose est une zoonose qui est due à un protozoaire Toxoplasma gondii. C'est un parasite qui a été découvert en 1908 chez un rongeur du Sud, à l'Institut Pasteur de Tunis, par Charnicol et Mansou. C'est une parasitose qui se trouve partout dans le monde, elle est cosmopolite et particulièrement elle est fréquente en Tunisie. Sa séroprévalence chez la population générale avoisine les 58% et chez la femme enceinte, elle varie selon les études et les régions de 39 à 45%. Donc près de la moitié des femmes enceintes sont des femmes à risque. C'est une pathologie qui est bénigne, c'est le sujet immunocompétent, mais elle est grave chez le sujet immunodéprimé et chez la femme enceinte à cause du risque du passage du parasite vers le fœtus pouvant entraîner une toxoplasmose congénitale, dont les conséquences sont variables des formes infracliniques aux formes très graves, ce qui rend le dépistage de la toxoplasmose obligatoire chez la femme enceinte. En Tunisie, ce dépistage, il n'y a pas de recommandation nationale, il n'est pas obligatoire en prénuptial et en prénatal, pas de réglementation malheureusement, mais il est généralement demandé à la première consultation prénatale. Il repose sur la recherche systématique des deux isotypes, IgG et IgM. Il faut savoir qu'actuellement, il existe plusieurs techniques commercialisées qui utilisent différents types d'antigènes. Par conséquent, la cinétique des anticorps est différente selon les tests, ce qui rend impossible la comparaison des résultats obtenus par des techniques différentes. De ce fait, le suivi sérologique doit être fait dans le même laboratoire. Sur le plan pratique, selon les résultats de la sérologie, différentes situations peuvent se présenter. Donc, deux situations qui sont les plus fréquentes, soit on est devant une femme séronégative, donc non immunisée et par conséquent elle est à risque, soit on est devant une femme immunisée, devant la présence seule et stable sur deux prélèvements successifs d'IgG sans IgM. Mais parfois, dans certaines situations, nous ne pouvons pas conclure et nous sommes amenés à pousser les investigations et demander d'autres techniques complémentaires. Donc nous allons voir ensemble différentes situations cliniques les plus fréquentes que vous allez rencontrer lors de votre pratique. On va commencer par la première situation. Il s'agit de Madame N, âgée de 32 ans, primigeste primipare. Il vous rapporte le résultat de sa première sérologie de la toxoplasmose effectuée à 10 semaines d'aménorrhée, montrant donc le résultat suivant, IgG inférieur à 6. Il faut savoir que le seuil de positivité de la technique est 9 unités par millilitre et IgM négatif. Donc on est devant une sérologie négative et par conséquent c'est une femme à risque. Donc il ne faut pas qu'elle attrape la toxoplasmose pendant la grossesse. Donc elle doit suivre des règles hygiéno-diététiques qui sont, donc il faut bien cuire tout type de viande, y compris la volaille. Il faut savoir que les kystes sont tués par une température de 67 degrés et par une congélation à moins 12 degrés pendant au minimum 3 jours. Il faut se laver les mains, surtout après avoir manipulé de la viande crue, des crudités souillées par la terre ou après avoir jardiné, avant chaque repas ou après avoir été en contact avec les chats. Porter également des gants pour jardiner ou pour tout contact avec de la terre. Laver à grande eau les légumes et les fruits. Il faut savoir que les zéocystes sont résistants à l'eau de javel. Laver également à grande eau les ustensiles de cuisine ainsi que les plans de travail. Lors des repas en dehors du domicile, ne consommez que de la viande bien cuite, évitez les crudités et préférez les légumes cuits. Et il faut savoir également que la salaison et le fumage ne détruisent pas les kystes. Ces recommandations existent dans un document de consensus qui existe sur le site de la STJO, qui a été élaboré par moi-même en collaboration avec Dr Emira Ben Hamida et Dr Enissa Ben Amr. Donc, les règles hygiéniques, c'est un listing, mais il faut bien les expliquer à la femme enceinte, bien l'informer du risque pour qu'elle applique bien ces recommandations afin d'éviter la survenue de séroconversion toxoplasmique pendant la grossesse.
À côté de ces règles hygiéniques, il faut faire des contrôles mensuels pendant la grossesse et surtout le dernier contrôle doit être fait en postpartum 15 jours à 1 mois après l'accouchement pour détecter une éventuelle séroconversion tardive. À titre indicatif, je vous rapporte une étude prospective qui a été faite au laboratoire au service de néonatologie à l'hôpital Charles-Nicolle et qui ont dépisté 385 couples mères connus séronégatifs, donc en postpartum. Ils ont détecté 20 séroconversions tardives et sur ces 20 cas, ils ont trouvé 4 cas de toxoplasmose congénitale. Donc, ce qu'il faut retenir à l'issue de cette première situation, pour les femmes non immunisées, il faut les sensibiliser pour bien appliquer les règles hygiéniques, faire des sérologies mensuelles avec un suivi dans le même laboratoire et surtout ne pas oublier de demander le dernier contrôle 15 jours à 1 mois après l'accouchement pour détecter les éventuelles séroconversions tardives dont le risque de passage il est de 100%. Deuxième situation, il s'agit de Madame Z, deuxième geste primipare, âgée de 30 ans, et vous ramène le résultat de sa première sérologie de la toxoplasmose qui est faite à 12 semaines d'aménorrhée. Donc IgG 233, IgM négatif. Donc on est devant la présence d'IgG et l'absence d'IgM. Il s'agit probablement d'une toxoplasmose ancienne, donc la femme a été probablement en contact avec le parasite. Ce résultat doit être confirmé soit par un résultat antérieur, un document attestant de la positivité, soit par une deuxième sérologie réalisée 15 jours à 3 semaines après dans le même laboratoire. Ceci pour contrôler la phase préanalytique, pour rechercher une stabilité du titre des IgG et enfin pour retenir une toxoplasmose ancienne et par suite c'est une femme immunisée. Donc cette femme ne présente pas de risque de transmission du parasite au fœtus en dehors de très rares cas d'immunodépression. Troisième situation, il s'agit d'une femme âgée de 26 ans, primigeste. Voici la première sérologie de la toxoplasmose. Donc IgG à 60, IgM positif. Donc on est devant première sérologie pratiquée devant la présence d'IgG et la présence d'IgM. Est-ce qu'il s'agit d'une toxoplasmose récente? Eh bien, je vous rappelle que les premiers anticorps, ce sont les IgM qui apparaissent, puis ils commencent à diminuer au bout de 6 mois, mais ils peuvent persister à un titre résiduel pendant longtemps, 1 an, 2 ans et même plus. Par suite, la présence d'IgG et d'IgM ne signifie pas une infection récente. Donc, notre souci, c'est qu'il faut dater l'infection, donc il faut demander un test d'avidité d'IgG qui permet de dater cette infection afin d'estimer le risque de transmission materno-fœtale. L'avidité des IgG exprime la force de liaison des anticorps vis-à-vis aux antigènes et l'exprimer sous forme d'un indice IA. Ce qu'il faut savoir, que les valeurs des indices varient selon les kits utilisés et le laboratoire doit mettre les résultats, sinon il doit interpréter l'indice d'avidité des IgG. Le test d'avidité d'IgG, c'est un test d'exclusion. Eh bien, vu que la maturation de la liaison anticorps-antigène peut être lente pour certaines femmes, du coup, elles peuvent garder un indice faible malgré l'ancienneté de l'infection. Donc, si jamais il est élevé, il permet d'exclure une infection récente de moins de 4 à 5 mois en fonction de tests utilisés. Mais si jamais il est bas, il est faible, on ne peut pas conclure. Revenons à notre situation. On lui a fait un test d'avidité d'IgG et il est revenu à 0,6. Selon le kit utilisé, c'est un test qui est élevé. Et le test indique une infection datant de plus de 20 semaines. La question qui se pose, peut-on exclure une infection toxoplasmique pendant la grossesse chez cette femme? Eh bien, quel est le terme de la grossesse pour pouvoir conclure? Eh bien, le terme de la grossesse, c'est 12 semaines d'aménorrhée. Donc, vu l'âge de la grossesse, on peut exclure une toxoplasmose pergravidique et il s'agit d'une infection ancienne avec des IgM résiduels.
quelle date à partir de laquelle on pourra écarter une toxoplasmose? Eh bien, des cas de toxoplasmose congénitale ont été rapportés avec des séroconversions jusqu'à 2 mois avant la conception. Et sur le plan pratique, si on a une avidité élevée sur un sérum prélevé au premier trimestre de la grossesse jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, on sort de l'infection toxoplasmique périconceptionnelle et on peut écarter tout risque. Maintenant, si jamais l'avidité est faible, probablement il s'agit d'une infection récente, mais il faut demander un deuxième contrôle. Si jamais on est devant une ascension significative du titre d'IgG, surtout dédoublement du titre, donc il s'agit d'une infection récente de moins de 2 mois. Mais si jamais le titre il est stable, c'est une infection datant de plus de 2 à 3 mois par rapport à la date du premier prélèvement et il faut toujours interpréter en fonction de l'âge de la grossesse. Donc, IgG, IgM+, test d'avidité d'IgG, interprété en fonction de l'âge de la grossesse et la cinétique d'IgG. Et surtout, pratiquer la première sérologie dans le premier trimestre pour pouvoir vous aider, si jamais on va pratiquer le test d'avidité d'IgG. Quatrième situation, il s'agit de Madame T, 34 ans, première sérologie faite à 8 semaines d'aménorrhée, elle était négative, elle était régulièrement suivie dans le même laboratoire, des sérologies mensuelles, et là, à 32 semaines d'aménorrhée, la sérologie a montré la présence d'IgG et la présence d'IgM. Donc, on est devant un profil négatif suivi dans le même laboratoire, apparition d'IgG et d'IgM. Donc, il s'agit d'une séroconversion toxoplasmique certaine. Inutile de demander le test d'avidité d'IgG parce que la meilleure datation, c'est le suivi. Cinquième situation, il s'agit de Madame X, âgée de 28 ans, première sérologie faite à 12 semaines d'aménorrhée, elle était négative, régulièrement suivie dans le même laboratoire des sérologies mensuelles, ils étaient négatifs, et à 28 semaines d'aménorrhée, elle vous rapporte ce résultat. On est devant l'absence d'IgG, mais l'apparition des IgM. Donc, suivi sérologique négatif dans le même laboratoire, apparition d'IgM sans IgG, soit il s'agit d'une séroconversion toxoplasmique probable, soit ce sont d'IgM non spécifiques naturels. Devant ce profil, pas de place pour le test d'avidité parce qu'il n'y a pas d'IgG. Vu qu'il n'existe pas de technique hautement spécifique pour s'assurer de la spécificité des IgM, et vu que seule l'apparition des IgG permet de retenir une séroconversion toxoplasmique, on va s'acharner sur les IgG et on va demander d'autres techniques plus sensibles et spécifiques sur le même prélèvement. Cette technique, c'est le Western blot Toxo 2 IgG. C'est une technique qui permet une détection précoce des IgG, elle est hautement sensible et hautement spécifique. Et pour notre malade, cette technique est revenue positive. Donc, on a retenu chez elle une séroconversion toxoplasmique pendant la grossesse. Si jamais ce test il est négatif, donc persistance de la négativité d'IgG, donc il s'agit probablement d'IgM naturel. Donc, il faut recontrôler dans 15 jours pendant un délai de 2 mois. Dépassant 2 mois et sans apparition des IgG, on va revenir au contrôle mensuel et retenir des IgM non spécifiques. Donc, la présence d'IgM isolée sans IgG n'est pas toujours synonyme de séroconversion toxoplasmique. Seule l'apparition d'IgG permet de retenir une séroconversion. À titre indicatif, je rappelle, je vous présente une série qui a été élaborée à l'Institut Pasteur-Tunis où 15 femmes ont été recensées avec un profil IgM plus IgG négatif. Sur ces 15 femmes, on a retenu 5 cas de séroconversion toxoplasmique par le Toxo 2 IgG et 10 cas d'IgM naturel non spécifique dont le suivi sérologique répété et espacé n'a pas permis de détecter d'IgG antitoxoplasmique ni par ELISA ni par le Toxo 2. On va retenir une infection toxoplasmique pendant la grossesse. Il faut rechercher une toxoplasmose congénitale systématiquement. Le diagnostic repose sur des examens prénataux et postnataux et le diagnostic prénatal conduit à déterminer si le fœtus a été contaminé afin d'instaurer le traitement curatif
in utero afin de minimiser le risque d'apparition de séquelles de toxoplasmose congénitale. Eh bien, dès la suspicion d'une infection toxoplasmique pendant la grossesse, il faut instaurer le traitement préventif à base de spiramycine. C'est un macrolide, il a une action parasitostatique, il va inhiber la synthèse des protéines, il va ralentir le métabolisme du parasite afin de réduire le risque de passage transplacentaire. À côté du traitement préventif, bien sûr, faire des échographies morphologiques afin de détecter les éventuelles malformations. Si anomalie, proposer une interruption médicale de la grossesse et bien sûr programmer un diagnostic anténatal. On va rechercher l'ADN parasitaire au niveau du liquide amniotique. Cette recherche doit obéir à 2 conditions à partir de la 18e semaine d'aménorrhée et 4 semaines au moins après la date présumée de l'infection. L'outil qu'on a, c'est la PCR quantitative, qui est un excellent outil de diagnostic, excellente sensibilité et spécificité de 100%. Si jamais cette PCR elle est positive, c'est une toxoplasmose congénitale. Il faut arrêter le traitement préventif, mettre la femme sous traitement curatif et bien sûr le poursuivre chez le nouveau-né à la naissance. Si jamais ce diagnostic anténatal négatif, on ne peut pas écarter une toxoplasmose congénitale à cause d'un passage transplacentaire tardif du parasite ou bien une charge parasitaire très faible qu'on n'arrive pas à détecter. Donc, il faut poursuivre la rhabamycine jusqu'à l'accouchement, bien sûr les contrôles bimensuels et surtout contrôler le nouveau-né à la naissance. J'ouvre une parenthèse sur la recherche du parasite au niveau du placenta par PCR. Cette technique, elle manque de sensibilité et de spécificité et surtout que des cas de placentite isolée ont été rapportés, c'est-à-dire PCR positif sur placenta et le bébé il est négatif. Et vu également que cette technique elle est lourde, elle nécessite toute une journée de pré-traitement et bien, on l'a abandonnée, mais elle peut être maintenue pour des études de recherche. Donc la prise en charge de l'infection, elle dépend certes de la date de la contamination, elle est pareille T1, T2, mais pour la séroconversion T3, elle dépend des équipes. Soit on va mettre la patiente sous spiramycine et recommander le diagnostic anténatal. Des équipes recommandent de mettre uniquement la femme sous spiramycine jusqu'à l'accouchement. D'autres, vu le risque élevé de passage, ils mettent d'emblée sous traitement curatif sans confirmation de l'atteinte fœtale. Ceci dit, ce traitement peut décapiter les sérologies jusqu'à 3 mois après la naissance et bien sûr fausser le diagnostic toxoplasmose congénitale jusqu'à 80% des cas. Eh bien, je vous rapporte à titre indicatif une série faite à l'Institut Pasteur où on a 27 cas de séroconversion T3. Sur ces 27 cas, 5 PCR ont été pratiqués, une revenue positive, 22 n'ont pas été pratiqués. Une femme a été mise d'emblée sous traitement curatif, une n'a pas été mise sous traitement et l'autre donc préventif jusqu'à l'accouchement. Sur ces cas, donc, on a retenu 16 cas de toxoplasmose congénitale à la naissance et un cas pour le traitement pour la PCR qui était négatif. Eh bien, également la même étude, voici la femme qui a été mise d'emblée sous traitement curatif. Le diagnostic toxoplasmose congénitale a été retenu à 4 mois chez le nouveau-né, donc tardivement, et le bébé était symptomatique. Avant de conclure, je vous rappelle que la toxoplasmose congénitale n'est pas un événement rare dans notre pays. Eh bien, voici une étude qui a été élaborée à l'Institut Pasteur de Tunis où on a donc recensé 35 cas de toxoplasmose congénitale pendant 10 ans où on a des bébés symptomatiques, des liquides céphalorachidiens positifs avec des troubles neurologiques, des choriorétinites, des calcifications intracrâniennes, des convulsions à la naissance. Donc la clé, c'est entre vos mains, c'est vous les gynécologues. Il faut demander obligatoirement la sérologie de la toxoplasmose au début de la grossesse. Le mieux, ça sera ne pas dépasser le premier trimestre. Pour les femmes séronégatives, donc suivi mensuel dans le même laboratoire, et sensibiliser les femmes pour respecter les mesures d'hygiène et surtout ne pas oublier le contrôle en postpartum.
Attention, la présence seule d'IgM n'est pas synonyme de séroconversion toxoplasmique. Bien sûr, l'apport indéniable de la PCR en matière de diagnostic anténatal, donc si jamais c'est positif, on pourra initier le traitement in utero pour minimiser le risque d'apparition de séquelles chez ces nouveau-nés. Et bien sûr, la prise en charge doit être multidisciplinaire en collaboration entre biologistes et gynécologues pour une meilleure prise en charge de ces femmes enceintes. Et je vous remercie pour votre attention.